Bonjour à tous, il est 13 heures. Elodie et moi sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action. Alors c'est une double satisfaction pour ce séminaire, ce webinaire. La première, c'est que toutes les régions de France, y compris ultramarines, sont représentées à ce webinaire, à l'exception de la Corse qui fera que la fois prochaine, nous avons encore une marge de progrès à faire. Et puis aussi que tous les acteurs, finalement, sont représentés, là aussi, puisque nous avons des élus, des agents territoriaux, des catalyseurs territoriaux, des associations, des entreprises engagées, des fondations, des enseignants-chercheurs, bref, tout ce qui constitue l'écosystème d'un territoire. Et donc, très heureux de cette diversité, à la fois en termes de territoire et d'acteurs. Et puis un petit clin d'œil et un petit bonjour tout particulier à nos amis marocains qui nous font le plaisir de suivre aussi ce webinaire et nous aurons l'occasion et le plaisir de pouvoir partager, outre ce séminaire, sur finalement les comparaisons entre la co-construction territoriale en France et au Maroc. Alors, nous sommes un peu moins de 70 à ce webinaire et donc nous vous rappelons que vous pouvez contribuer à travers les chats et donc poser vos questions qui seront au fur et à mesure reprises pour que nous puissions faire de ce moment un moment très interactif. Peut-être est-il temps de rappeler un petit peu le contexte de ces webinaires. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Alors peut-être pour introduire quand même cette première série, ce premier webinaire, de rappeler pourquoi finalement on est avec vous et auprès de vous, parce qu'évidemment certains d'entre vous n'ont pas pu assister à celui du mois de janvier. Donc pour dire que depuis 2008, le Rameau a mené, mène toujours d'ailleurs un programme de recherche dédié à la co-construction territoriale. Et en fait, au bout de 7 ans d'observation et d'analyse, on a pu capitaliser, modéliser et mettre à disposition du plus grand nombre finalement tous les outils qui ont été éprouvés par les territoires pionniers. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter le référentiel co-construction territoriale qui a été publié en 2016. Au-delà de ça, on a souhaité aller beaucoup plus loin, et notamment de permettre à des territoires, à tous les territoires, notamment ceux qui sont les moins dotés en ingénierie territoriale, de bénéficier finalement de disposer de tous les outils éprouvés. Et c'est pour ça que, avec nos partenaires, la Caisse des dépôts, le CGET et le groupe La Poste, d'ailleurs, que je salue au passage, parce que je crois qu'ils sont connectés, on a mis en place, on a lancé cette plateforme, la plateforme Innovation territoriale en action, donc lancée le 24 décembre 2018. Cette plateforme, elle a pour vocation d'éclairer les besoins des territoires qu'on a identifiés au nombre de 7 que vous voyez sur le schéma de droite. Donc très rapidement, c'est de qualifier, d'être en capacité de qualifier l'innovation, de pouvoir comprendre l'écosystème dans lequel il s'insère, de définir sa stratégie en fonction de qui on est évidemment, d'apprendre à faire alliance, de pouvoir réfléchir à la transformation de son modèle socio-économique, d'évaluer et bien sûr d'essayer de voir comment le numérique peut être un levier pour démultiplier, pour irriguer l'innovation. Cette plateforme, on l'a voulu également co-construire avec vous. Donc l'idée, hein, on l'a mise à disposition, mais bien sûr, il faudra qu'on l'enrichisse grâce à vous et grâce à vos témoignages et aux remontées de vos bonnes pratiques. Mais aussi, on a voulu qu'elle soit vivante. Et c'est pour ça qu'on a également lancé un site mensuel de webinaires qui va nous permettre finalement d'animer cette plateforme tout au long de 2019. Alors, très rapidement sur le planning des cycles de webinaire, donc le principe, c'est qu'on a un webinaire tous les mois, tous les troisièmes jeudis de chaque mois. Donc là, vous voyez le planning qu'on a imaginé pour l'année. Donc aujourd'hui, en février, c'est la planification de l'innovation. En mars, on abordera la question de l'écosystème. En avril, apprendre à faire alliance. En mai, définir sa stratégie. En juin, d'évaluer. En juillet, on abordera la question de la mobilisation des compétences suivie en août par l'engagement de l'entreprise. En septembre, on abordera la question du modèle socio-économique. En octobre, on s'attachera à parler de l'impact des fondations. En novembre, on abordera donc la question du numérique et on finalisera donc ce cycle de webinaire en décembre, c'est-à-dire un an après le lancement de la plateforme, sur une mise en perspective, notamment de la co-construction du bien commun. Donc, vous voyez une série de webinaires qui sont évidemment en lien avec la plateforme. L'objectif, que ce soit pour le webinaire et la plateforme, c'est qu'on s'enrichisse de vos échanges, de vos retours d'expérience. Et donc, n'hésitez pas à nous remonter tout ce qui vous paraît pertinent, à la fois pour le webinaire et puis pour la plateforme.
Alors, avant de rentrer dans le détail de notre sujet du jour, je rappelle ce que disait Charles Benoît, c'est-à-dire que comme vous allez être nombreux à être connectés, ce qu'on vous propose, c'est que chaque échange, vous passez par le chat. Donc, le chat, c'est le troisième bouton en haut à droite de votre écran. Donc, ça se matérialise par une petite bulle de commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. Ça vous permettra par ailleurs de suivre les commentaires des autres. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose d'aborder 5 sujets. Pourquoi commencer par la qualification d'innovation? Qui est-ce qui est concerné par cette qualification? Comment on fait concrètement? Quels sont les territoires qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà qualifié leurs innovations? Et finalement, concrètement, ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette plateforme de l'innovation territoriale en action. Donc, je donne la parole à Charles Benoît pour qu'il nous explique pourquoi on commence par la qualification de l'innovation. Charles Benoît, c'est à vous. Alors, pourquoi commencer par la qualification d'innovation? Tout simplement parce que face à l'accroissement des besoins et à la raréfaction des ressources, tous les territoires ont la nécessité de trouver des solutions pour répondre aux besoins de proximité dans un univers contraint. Et ce n'est pas une spécificité purement territoriale ou nationale, c'est un contexte international qui nous y contraint, mais qui nous permet aussi d'être dans cette logique d'innovation. Et d'ailleurs, je vous invite à revoir le premier webinaire que nous avons eu le 17 janvier dernier, qui l'a évoqué. Alors, depuis, ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis 2015, nous avons collectivement un cadre partagé à travers les objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable, 16 objectifs finalement d'action et un de modalités, de moyens à travers le 17e, qui posent finalement 3 nouveaux paradigmes. Et ça, c'est très intéressant parce que, contrairement au programme précédent finalement de l'ONU, on est bien dans une vision systémique et une articulation à la fois des domaines, des acteurs et des territoires. 2, il y a bien une compréhension qu'il faut à la fois articuler des leviers de vision, vers où voulons-nous aller, des leviers de gestion finalement et de régulation, comment réguler, mais aussi et peut-être surtout d'action, comment on invente les nouvelles solutions dont on a besoin, parce que la vision et la régulation c'est très bien, mais si on n'a pas des actions très concrètes pour agir, finalement, ça ne peut pas être opérant. Et puis le troisième point qui est très intéressant dans les objectifs de développement durable, que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans les travaux de nos amis du pacte civique, que je salue au passage, c'est la nécessité de pouvoir articuler à la fois le système politique, le pouvoir d'agir des personnes, mais aussi la capacité finalement d'action des organisations. Et qui est très intéressant dans ce cadre des objectifs de développement durable, d'abord parce qu'on a des objectifs très chiffrés, très concrets, donc il ne s'agit pas d'une méthode, mais bien d'un engagement, et deux, surtout, que cette vision systémique nécessite que chacun y contribue à sa façon. C'est bien la façon de chacun pouvoir contribuer finalement à ces objectifs collectifs. Mais une fois qu'on a dit ça, encore faut-il savoir finalement de quoi on va parler. Et notamment, dès qu'on parle d'innovation sociétale, qui commence par l'innovation territoriale, nous y reviendrons, finalement, pourquoi est-ce que cette innovation, finalement, est importante et comment la définir? D'abord, la définir pour bien clarifier qu'il s'agit bien d'une réponse à un besoin de société. Que cette société s'incarne par un territoire plus globalement mondialement, c'est bien la capacité à répondre à nos nouveaux besoins et notamment, et j'insiste là-dessus, aux plus fragiles. Les besoins des personnes et des territoires les plus fragiles. Comment est-ce que finalement nous pouvons faire société? Deuxième élément essentiel de cette définition de l'innovation sociétale, c'est qu'il faut pouvoir inventer des solutions qui peuvent être pérennes, qui peuvent durer dans le temps. Et comme nous ne sommes pas simplement dans des éléments qui peuvent se mesurer par l'économique, cela veut dire que naturellement, l'hybridation des modèles socio-économiques qui doivent être derrière sont une des contraintes finalement de cette innovation sociétale. Donc à la fois une finalité qui dépasse finalement les seuls acteurs qui la portent, et à la fois une nécessité d'inventer des modèles hybrides qui soient pérennes. Ce qui fait en sorte que cette innovation, elle est à la fois plus risquée, moins rentable et plus complexe, et ce qui en fait toute la difficulté. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on va un cran plus loin, c'est qu'elle est confrontée finalement à 4 défis. Le premier, le plus simple, c'est celui de toute innovation, c'est finalement les difficultés techniques.
qu'elles soient d'ordre juridique, fiscal, social ou d'accès au droit commun, comme le dit très souvent et très justement notre ami Jean-Paul Delevoye, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Si jamais on était dans un cadre déjà existant, ce ne serait pas une innovation, et donc, quelque part, cette difficulté technique, elle est le premier frein auquel les porteurs d'innovation sont confrontés. Mais le deuxième, il est aussi sociologique, c'est-à-dire que si c'est une innovation, c'est que ça n'a pas encore été inventé. Et donc, de bien comprendre de quoi on parle, comment, en quoi est-ce que c'est innovant, et finalement, comment ça apporte une solution nouvelle, bien, très souvent, et on le voit, les porteurs de projets d'innovation sont confrontés à la lisibilité et l'invisibilité de leur innovation, sur lesquels eux savent bien ce qu'ils ont fait. Mais finalement, leur écosystème ne le comprend pas nécessairement. Les deux autres éléments sont des éléments plus structurants encore. On peut avoir passé les éléments techniques et on peut avoir passé les éléments de pédagogie, mais finalement, il ne faut pas oublier que toute innovation prend du temps. Elle prend du temps parce que, quelque part, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, et pas seulement de démontrer son efficacité, pas seulement de démontrer sa faisabilité, que c'est reproductible, mais aussi son éventuelle innocuité. Vous savez que dans le médicament, les médicaments mettent au minimum 10 ans avant d'être mis sur le marché, parce qu'il faut vérifier finalement toutes ces étapes-là, et ces étapes prennent du temps. On ne peut pas innover en 3 mois, en 6 mois ou même en 18 mois. Et donc cette dynamique-là, elle est absolument consubstantielle à l'innovation. Et le dernier point, qui est tout aussi important, c'est l'importance du territoire. Et ça nous relie bien évidemment à nos webinaires et à la plateforme Innovation territoriale en action, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'innovation naît dans un territoire. J'ai l'habitude de dire, pour ceux qui me connaissent bien, que c'est comme un cep de vigne. Un pinot noir, s'il est en Alsace, en Champagne ou en Bourgogne, et je salue nos trois amis des trois régions que je viens de citer, finalement, il produit un très bon vin. Mais ce n'est pas le même vin. Eh bien, il en va de même avec l'innovation. Ce n'est pas parce qu'on va pouvoir inventer une solution que si on ne prend pas en considération le territoire sur lequel elle est implantée, on va oublier une des dimensions extrêmement importantes de l'innovation. Et c'est vrai dans sa phase de conception, mais c'est encore plus vrai dans sa phase de déploiement. Et là, je voudrais juste insister de dire que si on pense que l'innovation, une fois qu'on l'a testée, qu'on a essayé sur une paillasse, sur un territoire, si on pense qu'il suffit de prendre et de décliner une boîte à outils pour prendre exactement cette solution-là et la déployer sur tous les territoires, on se trompe. Puisque bien évidemment, l'écosystème territorial est systématiquement différent en termes de besoins, en termes de solutions existantes, mais aussi en termes d'acteurs capables de l'apporter. Et c'est là où l'innovation sociétale rejoint l'innovation territoriale, c'est s'il n'y a pas cette prise en compte du territoire, eh bien, il est évident que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir suivre tout le cheminement de l'innovation, de son émergence jusqu'à son déploiement. Et c'est là où, quelque part, il est absolument indispensable de faire ce qu'on a appelé le pari de l'innovation sociétale. D'abord, de bien comprendre, finalement, les étapes, le processus par lequel passe cette innovation. Ce processus est de mieux en mieux défini. Vous pouvez le retrouver dans le guide pratique L'investissement sociétal en action qui a été publié en octobre dernier. Et finalement, il détermine les 5 étapes, mais pas seulement les 5 étapes par lesquelles passe une innovation, aussi quel type d'action, quelle zone de risque, quel modèle économique, quelle évaluation, parce que finalement, il va falloir adapter tous ces sujets au fur et à mesure où l'innovation va grandir. C'est comme un arbre, entre le moment où on a la graine, les racines, le tronc, les branches, et les fleurs et les fruits, et bien quelque part, les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi à droite de ce tableau, c'est de dire qu'il va falloir aussi adapter finalement les modalités, les moyens qui sont mis à disposition de ces innovations, à la fois en termes de financement, en termes d'accompagnement, en termes de type d'évaluation et de modalités de valorisation de ces innovations territoriales. Et quelque part, ce qui est bien indispensable de comprendre, c'est que nous avons une faiblesse en France, et nous pourrons échanger avec nos amis marocains pour savoir s'il en va de même au Maroc, c'est que nous investissons très très peu dans l'ingénierie qu'on appelle capacity building en anglais, mais même pas de traduction française sur ce sujet-là, l'ingénierie finalement structurelle qui permet finalement de donner au projet
pas seulement les moyens d'expérimenter, pas seulement les moyens de financer, accompagner l'action, mais aussi toute la structure et l'écosystème qui va pouvoir porter cette innovation. Et c'est bien en structurant finalement cette innovation, de l'expérimentation de terrain, qu'on va être en capacité réellement de faire d'abord d'une initiative une invention, c'est-à-dire de l'expérimentation, d'inventer quelque chose de nouveau, mais surtout, et encore plus, de cette invention portée par quelques-uns, une innovation pour tous, c'est-à-dire dans la capacité de l'écosystème à s'en saisir globalement. Et donc on voit bien, dans ce contexte que je viens de rappeler, dans cette définition de l'innovation sociétale, à quel point, elle est liée au territoire, et donc il n'y a pas d'innovation sociétale sans innovation territoriale, et tout commence par là, d'où l'importance de focaliser son énergie sur cette question-là. Et deuxième point, surtout, la nécessité de bien qualifier l'innovation. De quoi parle-t-on? Et il y a deux points pour la qualifier, nous y reviendrons tout au long de ce webinaire, puisque c'est son objectif. D'une part, finalement, quel est le bon moment pour le faire et de quoi s'agit-il? Comment est-ce qu'on qualifie une innovation? Mais aussi et surtout, peut-être, et j'insisterai sur ce sujet-là, de pouvoir bien définir comment on peut qualifier une innovation. Et une innovation, c'est trois choses. Bien sûr, c'est une solution efficace. C'est évident. S'il n'y a pas de solution, on ne peut rien faire. Mais deuxième point, c'est une modalité de fonctionnement et de lien avec l'écosystème qui permet d'avoir une chaîne de valeur où chaque acteur contributeur peut durablement s'engager. Si on invente quelque chose qui n'est pas durable dans l'engagement des acteurs qui permettent de constituer la solution, eh bien, le produit ou la solution peut être pertinente. Si on ne sait pas la reproduire, si on ne peut pas durablement engager les acteurs impliqués, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, le troisième levier, qu'on appelle la triple innovation, c'est la capacité à avoir un modèle socio-économique qui permette durablement de porter cette solution, c'est-à-dire les compétences, les richesses humaines suffisantes pour pouvoir la porter, c'est-à-dire le modèle financier qui est associé avec, et c'est-à-dire aussi les alliances qui permettent de la mettre en œuvre, parce que un acteur tout seul ne peut jamais porter une innovation. Et donc cette triple innovation, et pour bien qualifier l'innovation, nous y reviendrons aussi, il faut une solution qui fonctionne, il faut une capacité de mobiliser tous les acteurs nécessaires sur l'écosystème, durablement, et il faut bien évidemment l'énergie, les moyens nécessaires, là aussi durablement, d'où l'importance d'un modèle socio-économique hybride qui permette de porter durablement cette solution. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, mais finalement, qui est concerné par cette innovation et par cette qualification d'innovation? Qui a besoin réellement de cet outil? Est-ce seulement le porteur de l'innovation? Bien non, bien évidemment. Lui, on a besoin parce que pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir développer son projet, bien sûr, c'est le premier concerné, finalement. Pour passer de l'invention à l'innovation, si jamais son invention reste telle qu'elle, eh bien, quelque part, il ne pourra pas la faire reconnaître comme innovation. Mais, bien évidemment, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est concerné. Pourquoi? Parce que, pour les collectivités territoriales, c'est de comprendre comment cette solution, puisqu'il s'agit de solutions sociétales, va répondre finalement à des besoins de proximité du territoire. Et comment est-ce que moi, porteur et garant de l'intérêt général territorialement parlant, comment je vais pouvoir accompagner cette solution? Mais c'est aussi, bien évidemment, les habitants. Parce que la question, c'est finalement comment les mobiliser, comment se mobiliser sur un projet utile. Quand je suis à la fois bénévole, salarié, citoyen, acteur de mon territoire, finalement, où me mobiliser en priorité? Mais c'est aussi, bien évidemment, les associations d'un territoire pour pouvoir s'associer et finalement elles-mêmes porteuses d'innovation, mais à la fois pour apporter leurs innovations, mais aussi pour contribuer à d'autres innovations et faire système finalement sur un territoire pour pouvoir répondre globalement. C'est bien évidemment les entreprises et les fondations des territoires. Et je salue au passage nos amis de la Fondation RTE parce qu'ils ont choisi de soutenir les territoires ruraux, territoires ô combien en co-construction et ô combien importants dans ces travaux sur la co-construction du bien commun. Donc, bien évidemment, la capacité de se mobiliser très concrètement et très territorialement parlant sur un besoin. Mais c'est aussi les institutions qui ont besoin de comprendre, de capitaliser, de pouvoir se nourrir finalement
de ces expérimentations innovantes. Et là, les acteurs académiques jouent un rôle absolument essentiel pour justement être les acteurs de la capitalisation et de passer de la pratique à une capacité à pouvoir finalement le conserver comme un savoir. Et last but not least, comme diraient nos amis anglais, bien évidemment, les investisseurs publics et privés. Parce que savoir aujourd'hui où investir et comment investir est une question absolument essentielle. Je vous invite à vous reporter aux travaux sur le modèle d'investisseur sociétal. On en reparlera un peu plus tard dans ce webinaire. Mais bien évidemment, cette question-là est totalement structurante. Donc on voit bien que la question de la qualification de l'innovation, c'est pas simplement le besoin du porteur de projet de se regarder lui-même. C'est bien évidemment le besoin de l'ensemble de l'écosystème territorial de regarder cette innovation et de pouvoir se dire, finalement, ensemble, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, après ces deux premiers temps de présentation, on aimerait savoir si finalement vous avez des questions par rapport à cette qualification de l'innovation, aux acteurs qui sont concernés. Voilà, donc le premier temps d'échange est parti. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat. Certains ont déjà commencé pour nous poser des questions, faire vos commentaires, retour d'expérience. Voilà. Pas de questions, tout est clair, pas de commentaires? Alors, je réponds à la question d'éloigner le micro. Je vous assure, on a éloigné le micro et je parlerai un peu moins fort dans la suite du webinaire. Eh bien, on va passer finalement à l'action, puisque le but est aussi comment faire très concrètement cette qualification de l'innovation. Je reviens finalement sur ce que nous nous sommes dit, c'est-à-dire que qualifier, eh bien, c'est bien qualifier cette triple innovation, c'est-à-dire finalement en termes de solution, quelle est la solution qui a été faite, quelle est sa pertinence, donc, comment est-ce qu'elle répond aux besoins? Deuxième point, finalement, quelle est sa chaîne de valeur? Comment est-ce qu'elle est produite? Comment est-ce qu'elle est diffusée? Comment est-ce qu'elle est accompagnée? Comment est-ce qu'elle permet finalement de pouvoir toucher les personnes et les territoires qui sont concernés? Et troisième étage, finalement, sur quel modèle socio-économique elle repose? Sachant que jamais le modèle économique de l'expérimentation ne peut être celui du déploiement. Pour une raison très simple, c'est que personne n'a inventé aujourd'hui des modèles de recherche et de développement, fussent-ils territoriaux, qui soient rentables. On ne sait pas encore ce qu'on va inventer au moment où on commence l'innovation. Donc il est bien évident que cette question du modèle économique au départ, qui est forcément un modèle économique d'investissement, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on va trouver, ne peut en aucun cas et durablement être le modèle économique de pérennisation et de déploiement. Il y a donc bien une transformation de modèle socio-économique et l'une des questions qui est essentielle dans cette question sur la qualification d'innovation sera celle-ci. Nous en reviendrons un peu plus tard. Comment qualifier? Eh bien, finalement, qualifier l'innovation sociétale, c'est se poser cette question de que faire au juste et au bon moment. Autrement dit, il ne s'agit pas forcément de commencer par cette question-là les démarches apprenantes, finalement, laissent la possibilité de commencer par de l'expérimentation. Et donc, bien évidemment, de ne pas trop modéliser au départ, de se laisser finalement apprendre par l'expérience de terrain. Et ça, notamment, les associations d'intérêt général ont historiquement parlant un rôle extrêmement structurant sur ce sujet-là. Je vous invite à vous rapporter au livre blanc sur l'innovation associative, leur capacité à mobiliser à la fois des richesses humaines à travers le bénévolat et à la fois des modèles financiers de subventionnement ou de dons ou de mécénat leur permet finalement d'expérimenter avant de modéliser. Et cette dynamique de finalement d'apprendre par la pratique est extrêmement vertueuse. Mais il y a bien un moment donné où finalement l'expérimentation va commencer à donner des fruits et il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces fruits? Que ces fruits aient vocation à rester localement
ou qu'ils aient vocation à se dupliquer plus largement, pour pouvoir les pérenniser, eh bien, quelque part, il faut se poser cette question de comment pouvoir établir la valeur de cette innovation et comment pouvoir la pérenniser. C'est à ce moment-là que la qualification de l'innovation prend tout son sens et c'est un chemin en 3 étapes. D'abord, de pouvoir finalement décrire, parler de la preuve de concept. Qu'avons-nous trouvé et à quelle ampleur et à quel dimensionnement de besoin cela peut répondre. Deuxième étape de notre cheminement, c'est finalement comment on décrit la triple innovation de façon précise. C'est qu'elle est aujourd'hui et comment elle va se transformer demain. Et troisième point, bien évidemment, de structurer le déploiement. Nous reviendrons sur ce point extrêmement important à ce moment. Comment étape par étape? D'abord, établir la preuve de concept. Bien évidemment, généralement, ce qui se passe, c'est que l'innovateur, le porteur d'innovation, a bien vu les résultats. Il a bien vu l'efficacité. Mais très souvent, et c'est bien ça le principe, c'est aussi l'informalité de la démarche qui en fait sa valeur. Lorsque Fleming découvre la pénicilline, quelque part, ce n'est pas seulement le principe actif qu'il a dans l'éprouvettes qui a de la valeur. C'est aussi tout le carnet, finalement, de recherche des étapes par lesquelles il est passé qui va permettre de pouvoir démontrer finalement l'utilité et la valeur de cette innovation. Et bien, cette première étape d'établir la preuve de concept, elle a 3 points importants. Le premier, c'est déjà de dire finalement quels sont les résultats. Comment je peux valoriser finalement les résultats que j'ai eus. Concrètement, qu'est-ce que ça a permis de produire? Qu'est-ce que ça a permis de produire sur les personnes, sur les territoires? Qu'est-ce que ça a permis de produire d'un point de vue économique, social, environnemental, sociétal? Mais aussi, qu'est-ce que ça a permis de produire sur les personnes qui ont été impliquées? Est-ce que ça a permis d'être un outil d'épanouissement personnel, que ce soit pour les personnes impliquées ou que ce soit pour les personnes bénéficiaires? Est-ce que ça a permis, d'un autre côté, de pouvoir faire évoluer la façon de travailler ou d'agir sur un territoire? Ces dynamiques-là de pouvoir qualifier le résultat est la première étape de cette preuve de concept. La deuxième, c'est de dire, finalement, à quelle ampleur de besoin on va répondre. Et c'est là où les objectifs de développement durable dont je parlais tout à l'heure sont importants. C'est finalement à quoi cela va-t-il permettre très concrètement de pouvoir répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester au niveau d'un territoire? Et c'est tout à fait nécessaire et suffisant. Mais est-ce que ça peut avoir vocation de pouvoir plus largement être étendu, diffusé, partagé? Parce que quelque part, la qualité de l'innovation qui a été trouvée dépasse la seule capacité à répondre localement à un besoin. Et c'est là où la troisième question qui se posait à se poser, c'est finalement quelle est l'ambition de ceux qui ont porté jusque-là le projet? Est-ce que eux-mêmes ont envie, si tant est que ce projet ait une vraie capacité à aller beaucoup plus loin que simplement répondre ici et maintenant aux besoins auxquels il répond, quelle est, eux, leur volonté et le type d'ambition qu'ils peuvent avoir? On peut avoir envie de développer seul et finalement de pouvoir prendre cette initiative et la développer finalement comme le développerait une entreprise qui après sa R&D développerait le sujet. On peut avoir envie avec l'ensemble des acteurs de son territoire de pouvoir déployer, aider à déployer sur d'autres territoires. On peut avoir envie de pouvoir transmettre, transférer ce sujet-là. Et bien évidemment, cette question de comment le porteur, les porteurs se positionnent et quelle est leur ambition sur ce sujet-là est totalement déterminant. En fait, on retrouve 3 questions. C'est qu'est-ce que je dois faire en fonction des résultats? Qu'est-ce que je peux faire finalement par rapport aux besoins qui sont derrière? Et qu'est-ce que je veux faire finalement? Quelle est mon ambition? On retrouve là les 3 grandes questions que toute gouvernance sur tout projet se pose, mais qui est encore plus accrue par rapport à une invention, puisque nous en sommes encore au stade de l'invention, c'est bien évidemment de pouvoir la partager plus largement si on souhaite qu'elle devienne innovante. Une fois que l'on a dit ce point-là, la deuxième étape, c'est finalement de dire, finalement, très concrètement, comment décrire et détailler
la triple innovation. Comme je l'évoquais préalablement, l'innovation, finalement, elle est très claire dans la tête de ceux qui ont vécu, qui ont expérimenté, qui ont vu très concrètement les résultats progressivement naître. C'est comme un arbre, hein, quand on le voit pousser jour après jour, on comprend le cheminement, mais finalement, pour ceux qui le regardent de loin, ce n'est pas si facile que cela à appréhender, et donc il est absolument indispensable de décrire avec précision, quelle est la solution, finalement, quel a été son cheminement, quelle a été la temporalité, comment est-ce qu'elle répond avec précision et pertinence aux besoins qui sont adressés. Deux, quelle est la chaîne de valeur, c'est-à-dire finalement qui a été mobilisé, qui on peut impliquer pour pouvoir produire, diffuser, accompagner, faire en sorte que cette solution aille jusqu'au bénéficiaire final pour qu'il puisse bénéficier de cette solution. Et puis, troisième étape, nous l'avons dit tout à l'heure, la question de bien clarifier quel type de modèle socio-économique est sous-jacent derrière cette solution est absolument indispensable. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés particulièrement à ce sujet, à aller relire l'état de l'art sur les modèles socio-économiques, notamment qui spécifie la différence entre modèle économique d'intérêt général et modèle économique d'utilité sociale, qui est une des distinctions essentielles à prendre en considération lorsque l'on travaille sur cette triple innovation. Et dernier point d'étape, une fois qu'on met tout cela et qu'on est capable à la fois de finalement montrer les résultats, valoriser ces résultats, de savoir où on veut aller et de pouvoir l'avoir détaillé avec précision, c'est de pouvoir structurer le déploiement. Et là, finalement, trois questions se posent très importantes. D'abord, quel est le dispositif, voire les dispositifs qui vont pouvoir porter la solution pour son déploiement. Et c'est là où, bien évidemment, la question de l'innovateur tout seul n'est pas suffisante. Quelle que soit l'organisation, quelle que soit sa taille, une innovation ne se déploie pas tout seul. Et bien évidemment, c'est l'ensemble de l'écosystème qui va se poser cette question-là. L'excellent rapport de nos amis du CGET et la DITP aujourd'hui, qui avait été réalisé en 2016 sur Ensemble Accélérons, montre bien le rôle de l'acteur public à ce moment-là pour pouvoir faciliter la capacité de déploiement à grande échelle d'une solution. Et surtout, c'est le moment où l'inventeur va devoir finalement trouver avec son écosystème quel sera le dispositif ou les dispositifs, encore une fois, qui permettront réellement de faire un saut quantique, c'est-à-dire de passer d'une capacité à faire à un petit nombre, de pouvoir le produire à une plus grande échelle. Et ça ne veut pas dire, et c'est souvent d'ailleurs le cas, qu'il y a un seul opérateur qui va naître, bien au contraire. Et l'un des très bons exemples, l'une des très belles réflexions sur ce sujet-là, c'est bien évidemment nos amis d'Unicité avec le service civique. Lorsque la loi de 2010 a ouvert le droit à ce service civique, il y avait 1700 jeunes, ils sont plus de 150 000 aujourd'hui. Bien évidemment, ce n'est pas Unicité tout seul en tant qu'inventeur qui a pu passer de 1700 jeunes à 150 000 jeunes. Non seulement ça n'aura pas été faisable, mais surtout, ça n'aurait pas été souhaitable. Deuxième, donc la place de l'inventeur est un point très important dans le dispositif, mais ce n'est pas simplement le développement de la solution. Pour reprendre mon exemple de Fleming avec la pénicilline, on ne déploie pas le médicament lié à la pénicilline en démultipliant les tubes à essai produits dans le laboratoire de Fleming. Et ça, c'est une évidence que parfois, à la fois l'écosystème et les inventeurs oublient. Deuxième étape, une fois qu'on sait quel est le dispositif capable de porter cette solution, la question c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on met finalement le projet en gouvernance collective? Je vous invite sur ce sujet-là à regarder par exemple le benchmark qui avait été fait sur la diversité des gouvernances collectives territoriales en 2016, publié en janvier 2016, parce qu'il montre bien qu'il n'y a pas une forme de gouvernance territoriale, mais des formes de gouvernance territoriale, et que quelque part, plus encore lorsque l'on est dans une innovation qui a vocation finalement à dépasser le territoire, eh bien cette question de qui est autour de la table pour pouvoir finalement
réfléchir et guider le déploiement est un élément absolument essentiel. Et puis le troisième point tout aussi essentiel, c'est le cadre technique, juridique, fiscal, social et d'accès au droit. Pourquoi? Parce que si je reprends la phrase de Jean-Paul Delevoye, l'innovation est une désobéissance qui réussit, il est évident que sur ces questions-là, on peut avoir expérimenté quelque chose qui, durant l'expérimentation, pouvait finalement être acceptable, de ne pas être complètement dans les normes ou dans les règles classiques, mais il est bien évident qu'au moment du déploiement, ça n'est plus possible. Je reprends mon exemple d'unicité, le défraiement des volontaires qui n'était pas autorisé avant cette loi justement qui a permis de comprendre l'utilité de donner une contribution financière aux jeunes qui s'engageaient pour lui permettre de pouvoir s'engager en toute, j'allais dire, en toute sérénité. Sinon, ça l'aurait beaucoup pénalisé. Ça aurait été simplement une capacité de mobiliser que les jeunes qui avaient les moyens par ailleurs de parvenir à leur propre subsistance. Cette logique-là a été expérimentée avant que la loi ne les y autorise, mais il y a bien un moment donné où il est absolument indispensable de se poser la question, finalement, de comment est-ce qu'on rentre dans la règle. C'est d'ailleurs la raison de cette période où l'expérimentation peut être à la limite, finalement, pour expérimenter des choses, que le rameau, depuis 2015 maintenant, suggère un droit à l'expérimentation partenariale. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une étude avec le CNAM qui a été réalisée l'année dernière sur ce sujet. Voilà donc les trois étapes par lesquelles finalement la qualification de l'innovation permet à l'inventeur, mais aussi à ses partenaires, à ses parties prenantes, au territoire, finalement, d'engager un dialogue constructif sur qu'est-ce qui a été réalisé, quelle est finalement sa description précise et comment le projeter dans le futur. Alors, après cette présentation des trois étapes de la qualification que vous a présenté Charles Benoît, est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ces trois phases de qualification? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à faire remonter? Est-ce que, voilà, des commentaires, n'hésitez pas. Comme tout à l'heure, le petit picto commentaire. Eh bien, tout est parfaitement clair. Donc, comme tout est parfaitement clair, nous allons continuer à avancer et justement, on va parler de retour d'expérience. Élodie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des retours d'expérience sur les territoires? Alors effectivement, il y a certains territoires, il y a des territoires qui ont fait ce travail donc, de qualification de leur innovation. Donc ça peut être une innovation de méthode d'action. Hein. Donc on vous a mis comme exemple l'expérimentation Agir ensemble en territoire. Il y a le projet Émergence notamment. Et puis il y a aussi eu des innovations de solutions comme le collectif pour l'emploi, qui est un projet dédié à l'emploi sur différents territoires. Il y a Silvergeek qui est également un projet collectif qui se situe en Poitou-Charentes. Donc, on vous a pas mis évidemment tous les exemples de territoires qui ont fait ce travail de qualification. Vous pouvez les retrouver dans le référentiel co-construction territoriale qui est aussi disponible sur la plateforme Innovation territoriale en action. Donc, est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport à ces exemples, par rapport à tout ce qu'a dit Charles Benoît, est-ce que vous avez également des expériences à nous faire remonter? Donc, je crois que nous avions une question d'Éric. Y a-t-il une réelle différence entre le modèle socio-économique du développement durable et les autres? Alors, plus que celui du développement durable, parce que ça nous engage sur un autre type de réflexion qui est celui de la responsabilité sociétale des organisations, mais plutôt sur le modèle économique d'une innovation sociétale par rapport à un autre modèle économique. Oui, comme nous l'expliquions tout à l'heure, la problématique auquel est confrontée ces innovations, c'est qu'elles comportent en elles-mêmes une part qui n'est pas seulement de la transaction et de l'échange que l'on peut retrouver de façon extrêmement classique dans l'économie de marché. Elle n'est pas non plus complètement afférente à l'économie de redistribution, l'économie publique, qui est celle que l'on connaît, qui est finalement la capacité de la politique publique, grâce à l'impôt, à aller pouvoir mettre en place
des services publics ou pour les associations, grâce à la générosité des donateurs ou des associations, des entreprises à travers le mécénat ou des subventions publiques à pouvoir agir. C'est finalement des modèles qui sont entre les deux. C'est-à-dire que ils ont la capacité et la nécessité de pouvoir reposer sur un modèle économique qui puisse être finalement pérenne et durable, donc on n'est pas seulement dans une phase de R&D sur lequel il est logique, je ne connais pas encore une fois de modèle économique de R&D qui soit durable en étant économique, mais à la fois, même la solution développée, elle nécessite de mobiliser des moyens et de mobiliser des acteurs qui ne relèvent pas de l'économie nécessairement classique. J'entends par exemple que certaines solutions nécessitent de mobiliser du bénévolat, et bien évidemment, les modèles économiques classiques ne peuvent pas s'appuyer sur le bénévolat, sinon c'est notre droit du travail qui tomberait immédiatement. Et donc, on voit bien que ces solutions, pour la plupart du temps, nécessitent d'avoir une hybridation des modèles économiques. Donc on n'est pas dans le modèle économique de marché, on n'est pas non plus dans le modèle économique de redistribution, qu'il soit direct à travers l'impôt ou indirect à travers les associations d'intérêt général, on est bien dans un entre-deux qui, aujourd'hui, oblige à inventer des modèles économiques qui n'existent souvent pas encore. Et pourquoi? Parce que, finalement, lorsque l'accroissement des besoins faisait en sorte, pour donner quelques chiffres, que, finalement, 95% répondaient à l'économie de marché qui pouvait permettre de financer les 5% d'économie de redistribution, les choses pouvaient fonctionner. Mais aujourd'hui, où les besoins s'accroissent et on a besoin de répondre à de plus en plus de fragilité, finalement, on a besoin de répondre et d'inventer des modèles socio-économiques qui ne sont ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, mais qui nécessitent d'hybrider ces modèles. Et c'est en cela que je disais, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas tant de parler de modèles socio-économiques de développement durable, parce que toutes les organisations aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, sont obligées d'intégrer finalement cette logique des externalités positives ou négatives qu'elles peuvent avoir. Donc il ne s'agit pas simplement de dire comment les acteurs économiques peuvent intégrer finalement une dimension complémentaire. Il s'agit de dire comment peut-on porter aujourd'hui des solutions qui nécessitent d'avoir des modèles socio-économiques spécifiques, encore une fois, ni celui de l'économie de marché, ni celui de l'économie de la redistribution, mais des modèles qui vont mobiliser à la fois des financements publics, de la capacité de mobiliser du bénévolat, de la capacité de pouvoir utiliser de la capitalisation des acteurs académiques, de la capacité d'industrialisation des entreprises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toute cette dynamique-là, et les exemples sont nombreux, Renault, il y a 15 jours, lancé son 51e domaine d'expertise stratégique à travers le social business, parce qu'on voit bien que ces nouvelles solutions deviennent des solutions qui nous concernent tous, l'acteur public, l'acteur économique, l'acteur associatif, pour pouvoir justement inventer ces modèles que nous cherchons, puisque aujourd'hui ils ne sont pas encore totalement actifs. Alors pour répondre à la question de Pauline, sur les éléments bibliographiques qui sont évoqués dans le cadre de ce webinaire, d'abord deux choses. Le webinaire il est enregistré, la vidéo sera consultable sur le site. Deuxième chose, c'est que le support que vous voyez là sera également disponible sur le site et effectivement, on pourra mettre à la fin du support l'ensemble des éléments bibliographiques qui sont de toute façon consultables sur la plateforme Innovation territoriale en action. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Et puis pour tous ceux qui se sont connectés en visiteur, si vous voulez qu'on vous envoie plus précisément les documents, il faudrait que vous nous donniez vos coordonnées. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience de certains territoires? Parce que pour avoir consulté la liste des quasiment 70 inscrits et de voir quelques noms s'afficher, on voit bien qu'il y a des expériences extrêmement intéressantes. Peut-être l'un ou l'autre souhaite faire une petite question, un petit retour d'expérience. Mylène qui pose la question, qu'appelez-vous territorialité? Qu'appelle-t-on territorialité?
Territorialité est le fait, finalement, de prendre en compte le territoire sur lequel est inscrit un projet, un partenariat ou un acteur. Euh, Trop souvent, quand on décrit une innovation sociétale, voire même une innovation territoriale, on oublie qu'elle s'incarne, qu'elle est inscrite, implantée, incarnée dans un territoire. Et cette logique-là n'est pas neutre, parce que, bien évidemment, selon le type de territoire dans lequel vous êtes, avec exactement les mêmes acteurs et exactement la même action, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Et cette territorialité, elle va dépendre à la fois du territoire sur lequel vous êtes implanté, mais elle va aussi dépendre des acteurs. C'est-à-dire que le périmètre commun du territoire peut être différent. Dans le référentiel sur la co-construction territoriale, on rappelle que la définition d'un territoire, en fait, comporte 5 dimensions tout à fait complémentaires et qui, finalement, quand on les appréhende, montrent bien qu'un territoire est multifacette. Un, celle dont on a le plus l'habitude en France, c'est bien évidemment le territoire administratif. La commune, la communauté de communes, le département, la région, l'État. Ça, c'est une dimension administrative. Mais elle n'est pas la seule, loin de là. Et la première d'entre elles devrait être celle de la géographie, c'est-à-dire où se situe-t-elle très concrètement. La troisième, c'est bien évidemment quel est l'espace naturel dans lequel elle s'inscrit. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et je salue encore au passage nos amis martiniquais, mais ce n'est pas du tout la même chose, finalement, la même réalité quand on est un territoire ultramarin, quand on est dans un territoire rural, quand on est dans un territoire transfrontalier, ou quand on est en plein cœur de ville. On a des réalités qui sont différentes, et bien évidemment, l'espace naturel, ou j'oubliais les montagnes, bien évidemment, sont un élément totalement déterminant. La quatrième élément tout à fait déterminant, c'est aussi la culture, c'est-à-dire l'espace de vie, là où les gens finalement ont construit une histoire. Donc finalement, c'est là où le territoire devient terroir. Qu'est-ce qu'il s'est construit collectivement? Quelle est l'aventure collective finalement qui est derrière? Et puis la cinquième dynamique, c'est bien évidemment le territoire comme espace de flux, de passage, de mobilité, puisque finalement, aucun territoire, si ce n'est peut-être le village d'Astérix, n'est renfermé sur lui-même, et même dans le cas du village d'Astérix, il lui arrive parfois d'être ouvert sur le monde. Les derniers épisodes le prouvent. Donc, quelque part, la territorialité, c'est bien le fait de prendre en compte le territoire et l'aspect du territoire dans l'innovation comme une caractéristique particulière. Et ça, c'est d'autant plus important de le faire très en amont que lorsque l'on voudra déployer la solution, on aura bien conscience que si on est innové sur ce territoire-là de cette façon-là, ce n'est pas exactement comme ça qu'on va pouvoir le reproduire sur d'autres territoires et que quelque part les acteurs, les besoins, les projets déjà existants étant différents, eh bien il va falloir s'adapter. Donc c'est ça la territorialité selon nous et encore une fois, c'est peut-être un des éléments complètement déterminants de tous nos travaux de recherche. Lorsque, en 2006, les travaux de recherche sur la co-construction du bien commun du rameau ont commencé, nous savions qu'il y avait 3 dimensions, hein, multi-acteurs, multi-domaines et multi-territoires. Et en fixant finalement comme premier axe de recherche les plus éloignés des acteurs sur l'échiquier, les associations d'intérêt général et les entreprises, nous avons commencé à regarder ce qui venait. Nous pensions que ce seraient les domaines qui viendraient comme élément de cristallisation de la différence, et pas du tout. Ce sont les territoires qui sont venus réellement dès 2008, d'où le lancement en 2008 de ce programme de recherche sur la co-construction territoriale, comme des éléments de structuration très forts. Et je vous invite à regarder vraiment les études phares de l'Observatoire des partenariats, parce que quand on regarde région par région, finalement, comment les maires, comment les dirigeants associatifs, les dirigeants d'entreprise, comment les citoyens perçoivent les fragilités de leur territoire et les domaines de co-construction, eh bien, on voit bien que le territoire est un critère déterminant dont on a trop souvent oublié la place structurante dans notre histoire. Et dernier petit élément et référence, pour ceux qui sont vraiment très intéressés, mais vraiment très intéressés par le sujet, je vous invite à lire le rapport intérêt général nouvelle gouvernance, nouvelles alliances, nouveaux enjeux,
qui traite bien de cette question de l'importance des territoires depuis 2000 ans en France de l'histoire de l'intérêt général. Alors, il y a une remarque de Céline qui abonde dans votre sens en disant qu'il y a vraiment la nécessité de prendre en compte les spécificités du territoire, et Céline se trouve en Haute-France. Et je reviens à Mylène qui continue dans sa réflexion en posant la question pourquoi on s'intéresse à l'innovation territoriale par rapport à l'innovation. Alors, je vais d'abord faire un petit clin d'œil à notre amie Céline, d'abord pour saluer nos amis du réseau Alliance et de rappeler que lors du dernier World Forum de Lille, a été lancé le guide Construire ensemble l'engagement territorial des entreprises, et ce n'est pas un hasard si nous avons choisi le Hauts-de-France pour lancer ce guide sur l'engagement territorial des entreprises, puisque le réseau Alliance est un des réseaux pionniers qui a travaillé sur ces sujets-là et sur la territorialité justement de l'engagement des entreprises. Concernant Mylène, pourquoi s'intéresser à l'innovation territoriale? Parce qu'elle est le début de l'innovation sociétale. Très souvent, on se pose la question de cette innovation finalement au moment où elle a déjà fait toutes ses preuves et où finalement on se pose la question comment on va démultiplier. Oui, mais sauf que si on oublie finalement son histoire, si on oublie que cette innovation avant d'être sociétale, elle a été territoriale, eh bien on se prive d'un élément structurant pour pouvoir la dupliquer. Ça, c'est vu a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on peut reconnaître qu'une innovation a été très forte. Mais a priori, dans la logique de la co-construction territoriale, qui est une dynamique qui émerge aujourd'hui en France de façon fulgurante. Je rappelle que moins de 5% des maires considéraient en 2010 que leur territoire était entré dans une dynamique de co-construction pour répondre concrètement aux solutions et aux défis territoriaux, et qu'en 2016, ils étaient 76% pour dire la co-construction, mais aujourd'hui, elle émerge dans mon territoire, et 46% d'entre eux disant même, je ne sais pas exactement comment faire. C'est pour ça que, pour nous, le double intérêt de parler d'innovation territoriale, c'est de pouvoir rappeler à toute personne au moment du changement d'échelle qu'elle doit prendre en considération pour pouvoir dupliquer son projet le fait qu'elle a été une innovation territoriale avant d'être une innovation qui peut se dupliquer, et pour les acteurs qui sont aujourd'hui dans des dynamiques de co-construction territoriale, qui sont en train d'expérimenter finalement très concrètement des solutions sur le territoire, de pouvoir montrer l'importance de prendre en considération le fait que s'ils sont en capacité de produire cette solution, c'est parce que leurs besoins, les solutions déjà existantes sur leur territoire et les acteurs sur le territoire sont bien spécifiques. C'est une des richesses. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une solution globale qu'on vient calquer sur un territoire de on ne sait où, hors sol. C'est bien parce que finalement, ce triptyque-là et la compréhension entre les besoins du territoire, les acteurs déjà présents et les solutions déjà présentes permettent de répondre très concrètement. Et le dernier point, troisième argument pour pouvoir le dire, je disais tout à l'heure, les objectifs de développement durable nous obligent à une transformation de société sans précédent. Peut-être depuis la Renaissance, nous n'avons pas eu à nous reposer collectivement la question du modèle tel que nous sommes en train de le vivre. Et cette question-là, elle ne peut pas se poser complètement collectivement sans avoir des lieux d'expérimentation. Là où les scientifiques, quand ils font de la recherche scientifique pour la médecine, ont leur laboratoire pour pouvoir expérimenter en laboratoire, je parlais de Fleming tout à l'heure, eh bien, notre capacité sur la question sociétale, eh bien, ce sont nos territoires. Et pourquoi parler d'innovation territoriale? Parce que quand on regarde d'un point de vue global, on se dit, mais nous sommes dans une impasse. En fait, nous n'avons pas les solutions. Et effectivement, face aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, nous n'avons pas globalement de solutions. En revanche, si nous regardons sur les territoires, ces solutions ne sont pas encore trouvées, mais elles sont en cours d'être inventées. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir les regarder comme un scientifique regarderait finalement le pipeline des innovations, de pouvoir regarder ce qui est en train de se construire, parce que c'est là où on peut savoir finalement comment les choses vont bouger. Je prends un exemple très concret dans le domaine scientifique avec nos amis de l'AFM Téléthon
qui, grâce à 60 ans de combat de parents pour sauver leurs enfants des maladies neuromusculaires, ont fait en sorte que nous sommes leaders des biothérapies génétiques et cellulaires, leader mondial de cette science de demain. Et bien, ce qui est très intéressant lorsqu'on examine cela, c'est que bien évidemment, plus les solutions finalement avançaient, plus l'AFM regardait quelles étaient les pistes finalement qui étaient les plus prometteuses. Eh bien, nous devons faire la même chose avec l'innovation sociétale. C'est-à-dire que nous devons aller regarder dans nos territoires, aller écouter nos territoires pour voir ce qui est en train de s'y inventer. Ça ne s'invente pas ex nihilo, donc je ne sais où. Ça s'invente bien sur les territoires. Et la capacité à avoir des solutions aussi diverses et aussi riches par rapport aux besoins du territoire, eh bien, c'est une forme de R&D sociétale. Et de la même façon qu'un scientifique qui travaille sur les maladies rares n'aurait aucun sens de ne pas regarder ce qui est en train de se préparer et de ce qui va apporter dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans des résultats, eh bien nous aurions tort de ne pas regarder ce que nos territoires sont en train d'inventer. Et c'est d'autant plus important que vous savez très bien qu'en France, nous avons une crise de confiance aujourd'hui sur notre capacité collective à répondre aux enjeux de société auxquels nous sommes confrontés. Et pourtant, nous sommes peut-être l'un des pays sur lequel, territorialement parlant, la dynamique de co-construction est la plus active. Il y a un décalage entre ce qui se fait et ce qui se voit. Eh bien, pourquoi parler de l'innovation territoriale? Parce qu'il n'y a pas d'innovation sociétale sans territoire. Et parce que, en observant, en écoutant ce que les territoires sont en train d'inventer, eh bien, nous allons pouvoir nous redonner une confiance collective dans l'avenir. Et je finirai par une troisième chose. On nous parle beaucoup, à raison, à juste titre, de la question de l'évaluation, et notamment de l'évaluation d'impact. Mais avant de pouvoir mesurer les impacts, il faut avoir suivi et évalué tout le cheminement. Lorsque Fleming n'a pas encore inventé la pénicilline, on ne va pas lui demander combien de personnes il a guéri. Et lorsque l'on est en traitement thérapeutique, on ne va pas non plus se demander combien de personnes on a guéri, puisque ce n'est pas encore l'objet. Donc, avant de vouloir mesurer des choses qui n'existent pas encore, il faut d'abord savoir faire une évaluation en se comptant, c'est-à-dire se racontant, qu'est-ce qui est en train de naître sur nos territoires. Pourquoi les territoires sont des lieux d'espoir? Regardez la dernière étude Cévipop, marquante. Et depuis 20 ans, on voit les chiffres de plus en plus marquants. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons collectivement une défiance vis-à-vis du national, que ce soit nos élus, nos grosses organisations, mais nous avons une confiance en territoire. Pourquoi? Parce que c'est dans les territoires que nous sommes. Nous voyons tous les jours nos maires, nos PME, nos hôpitaux, nos associations, nos acteurs académiques territoriaux, et eux, on a une confiance majeure. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est en train de s'inventer. En revanche, on a une défiance plus globale parce qu'on n'a pas la consolidation de cette vision. Et il est absolument déterminant aujourd'hui, et j'insiste sur ce sujet, de pouvoir être à l'écoute de ce qui peut se compter, autrement dit se raconter sur les territoires. La deuxième phase de cette évaluation, c'est de pouvoir se compter combien sommes-nous. Je vais donner un exemple en lien avec l'innovation territoriale. Les catalyseurs territoriaux, ces fameux acteurs de lien en territoire. Ils étaient une dizaine en 2010. Lorsque l'on a créé le réseau des pionniers des alliances en territoire, ils étaient un peu moins d'une centaine en 2014. Ils sont plus de 350 aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous ceux qui participent à ce webinaire sont invités à la 5e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui aura lieu le 26 juin prochain. C'est nos amis de la FNCE à Paris, où plus d'une centaine chaque année de catalyseurs territoriaux viennent se réfléchir ensemble, co-développer les solutions de demain. Mais vous voyez bien qu'il s'agit bien sûr de raconter les histoires, et c'est ce que notamment on retrouve dans le référentiel co-construction territoriale. Mais il s'agit aussi de savoir combien sommes-nous. Et après, troisième étape, alors on peut compter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire changer d'échelle cette solution-là? Mais attention, attention à tous les marchands finalement de miracles qui vous disent en 3 mois on a inventé une solution,
en 6 mois, on l'a développée, et en 7 mois, elle est universelle. Ça n'existe pas. Même le numérique, dont on dit qu'il est révolutionnaire, qu'il a tout révolutionné, les bases, les fondements même de ce système datent des années 60, et c'est juste l'applicatif qui est en train de changer aujourd'hui. Donc il faut reprendre cette qualité à la fois du temps et à la fois de la capacité de regarder de la place des territoires dans l'innovation. Lorsqu'on a compris que l'innovation prend du temps, mais que nous sommes déjà plus qu'à mi-chemin de ce parcours d'inventer les solutions, et lorsque l'on a compris que c'est sur les territoires que s'inventent les solutions qui seront transformatrices pour demain, eh bien, lorsqu'on a compris ces deux points-là, on comprend pourquoi, en répondant à votre question, j'ai répondu à pourquoi l'innovation territoriale avant de parler sociétale, même si les deux sont liés. Alors, dernière question de Amine et de Marine qui se rejoignent un petit peu. Finalement, pour favoriser, dans ce processus d'innovation, pour favoriser l'innovation, quels sont les acteurs clés critiques qui doivent être impliqués et comment on pourrait les définir? Alors, les acteurs clés critiques, eh bien, finalement, c'est l'ensemble de l'écosystème. Et si vous retrouvez la page où on disait qui est concerné, finalement, vous allez y retrouver la réponse directement. C'est le porteur, bien évidemment, jusqu'où je veux aller et comment je peux le porter. Mais c'est aussi les acteurs de son territoire, et notamment les acteurs publics de son territoire, en disant comment j'accompagne cette dynamique-là. Mais c'est aussi l'acteur institutionnel. Comment je vais comprendre que là est en train de s'inventer quelque chose dont on a besoin d'avoir une attention particulière. C'est bien évidemment les entreprises, les fondations, les investisseurs qui peuvent donner les moyens pour passer à une nouvelle étape. On ne passe pas de la phase de preuve de concept à la phase de changement d'échelle sans moyens qui sont conséquents. Et puis, bien évidemment, c'est chacun d'entre nous. C'est la capacité à mobiliser les énergies, le pouvoir d'agir de chacun d'entre nous pour se mobiliser sur les initiatives qui, pour changer d'échelle, ont besoin de compétences. Parce que, finalement, trouver des moyens financiers, c'est facile. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais on arrive toujours, un bon projet arrive toujours à trouver des moyens financiers. Mais trouver les vraies compétences pour pouvoir développer à grande échelle les besoins de ce qui a été fait aujourd'hui sur un territoire à petite échelle, c'est souvent la vraie difficulté auquel est confronté chacun. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont un projet d'innovation et qui ont commencé à le partager, à pouvoir le transmettre, se rendent compte que le plus difficile, c'est de trouver son alter ego sur un autre territoire qui va pouvoir finalement développer, porter et réajuster à sa propre façon l'innovation qui a été inventée. Donc, la réponse, elle est presque dans la question, c'est-à-dire tous les acteurs, mais là encore, je vous invite à vous reporter au petit schéma qui montre tous les acteurs impliqués dans l'écosystème dans ce webinaire. La dernière question d'Amine. Comment on articule les institutions informelles et les institutions formelles pour se construire? Eh bien, c'est là tout l'enjeu. Comment est-ce qu'on passe de l'informalité à l'institutionnalité sans institutionnaliser l'informel? C'est toute la difficulté. Et là, je voudrais souligner le rôle d'un acteur dont on ne voit pas suffisamment la place déterminante dans l'innovation, qui est celui des acteurs académiques. Et notamment, nous menons actuellement, avec nos amis du catalyseur toulousain, de l'université Paul Sabatier, une expérimentation extrêmement intéressante pour justement se dire comment l'acteur académique peut jouer un rôle dans cette traduction entre ce qui vient de l'expérience de terrain, de la pratique de terrain, et ce qui est nécessairement une logique, un cadre de référence qui est collectif et qui ne peut pas s'adapter à toutes, finalement, les spécificités de l'informalité. Et finalement, cette articulation, eh bien, dans nos travaux de recherche, nous pensons que les acteurs académiques ont sans doute un rôle de médiateur, de traducteur entre finalement les démarches informelles et la force de l'entrepreneuriat de territoire, que cet entrepreneuriat soit fait par des associations, par des entreprises, par des agents publics, par l'ensemble des acteurs, les organisations d'un territoire et l'institution pour pouvoir savoir comment s'en saisir, eh bien, il nous semble que ce lien-là peut être facilité par les acteurs académiques qui peuvent jouer un rôle de traducteur entre ces deux sujets-là. Mais vous voyez, votre question, et merci de l'avoir posée parce qu'elle est passionnante, montre bien que un des éléments clés dans cette logique de l'innovation, c'est le décloisonnement. C'est comment on sort d'une logique en silo, en carottage, où chacun a son action à mener qui mène parfaitement bien
finalement au quotidien, dans son action de tous les jours, et comment on se laisse une petite marge, une petite place pour la transversalité sur ces actions d'innovation. Parce que forcément, l'action d'innovation, elle est transversale, elle va toucher tout le monde, mais elle ne peut pas, à l'inverse, finalement, être le mode d'agir de tous les jours, parce que sinon, on a bien besoin aussi d'avoir quelque chose qui est plus structurel, qui repose sur des infrastructures qui sont solides et pérennes. Et c'est cette rencontre entre une certaine verticalité de l'expertise, de l'action, et cette transversalité de l'expérimentation qu'il reste à inventer. Et là encore, à la fois les praticiens, qu'ils soient entreprises, associatifs, doivent bien comprendre cette dynamique parce que les entrepreneurs de territoire disent mais pourquoi on n'avance pas plus vite? Et de l'autre côté, les institutionnels doivent prendre en considération de comment est-ce que effectivement bouger sans percuter complètement le cadre parce qu'on a besoin d'un cadre commun, et bien sans doute pour pouvoir répondre à cette équation qui peut sembler insolvable, nos amis académiques ont un rôle structurant à jouer, mais ça veut dire réellement co-construire, sortir de sa zone de confort, sortir de sa propre logique. Combien d'innovateurs connaissons-nous qui pensent que le déploiement de son innovation, c'est son déploiement à lui? Comme si Fleming pensait qu'en développant le laboratoire de recherche dans lequel il était, bien finalement, ça suffisait pour pouvoir déployer la pénicilline. C'est faux. Et donc, ce pas de côté qui oblige chacun à sortir, l'entrepreneur, quel qu'il soit, public, privé, associatif, économique, à pouvoir comprendre qu'il a besoin de l'infrastructure pour agir, l'infrastructure et les institutions de comprendre cette nécessité finalement de se nourrir de cette force de l'engagement, de cette force de l'entreprendre, et de trouver des passerelles entre les deux. Nous sommes là dans un vrai changement culturel, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, que les objectifs du développement durable nous rappellent. Amine parle de l'importance de promouvoir la posture de Merci, parce qu'effectivement, nous croyons beaucoup à cette logique, et encore une fois, il faut inventer les passeurs. Nous avons beaucoup de gens qui construisent des murs, il nous faut des gens qui construisent des passerelles. Et je rappelle que ce soit civil ou militaire, les gens qui construisent des passerelles et des ponts, on les appelle les gens de génie. Donc oui, il nous faut mobiliser beaucoup de génie. Ce que je vous propose, c'est de continuer, parce que je vois que l'heure tourne. Donc, ce qu'on voulait vous dire pour terminer ce webinaire, c'est finalement ce que vous allez trouver sur la plateforme Innovation territoriale en action sur la thématique de la qualification de l'innovation. Donc, sur ce sujet-là, l'objectif de la plateforme, c'est de répondre aux différentes questions. Quelles sont les caractéristiques d'une innovation, dont on a parlé précédemment? Quelles sont les phases de l'innovation? Comment on peut qualifier la phase de concept? Donc, ce que va permettre de faire la plateforme, c'est d'apporter un éclairage sur quel est le processus d'innovation, les grandes étapes. Comment se positionner, comment on est association, entreprise, collectivité, et enfin de pouvoir se dire finalement quels sont les moyens qui peuvent être nécessaires à mobiliser pour développer, voire déployer l'innovation dont on vient de parler. Alors très concrètement, vous verrez que sur la plateforme, sur chacune des thématiques, la plateforme est organisée de la même façon, avec trois grandes parties. La première, c'est de comprendre, c'est-à-dire que là, vous aurez tous les enjeux qui vous permettront de comprendre ce qu'est l'innovation territoriale et la qualification de l'innovation territoriale. Ensuite, on a une deuxième grande partie que l'on a appelée s'approprier, dans laquelle on vous met à disposition la méthode de qualification de l'innovation. Alors, vous verrez cette méthode, en fait, c'est deux documents. Le premier, ça va vous permettre de présenter concrètement quelle est la méthode de qualification. Et le deuxième, qui est un outil applicatif qui recense toutes les questions qui sont utiles pour justement qualifier l'innovation dont on parle. Donc, un outil qui vous permet finalement d'avoir les bonnes questions, les indications de réponse et des renvois à des ressources complémentaires pour vous aider dans ce cheminement. Des exemples aussi inspirants, que ce soit des exemples d'innovation issus d'associations, d'entreprises, de collectivités. Et enfin, on a mis à disposition une vidéo, une e-learning, sur justement cette méthode de qualification de l'innovation. Donc, de première marche, comprendre et s'approprier pour ensuite donner envie d'aller plus loin, donc d'agir très, très efficacement. Et pour ça, on fait le lien, on vous renvoie vers ce qu'on appelle le kit pour agir efficacement en termes d'investissement sociétal. Et donc, dans ce kit, vous pouvez l'aborder de 4 façons différentes, bien de 4 façons différentes. Si vous avez envie d'avoir une approche globale et systémique, vous allez avoir dans le cadre de référence un certain nombre d'outils qui vous donneront donc cette approche
global. Sinon, si vous préférez, vous pouvez rentrer par le biais des illustrations. Sinon, par des méthodes. Et enfin, par un ensemble de ressources dans la boîte à outils qui vont vous permettre d'agir, de mettre en pratique assez précisément. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur cette plateforme. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur le kit, sur la façon d'utiliser la plateforme, si vous pensez qu'il manque des documents, etc. On est à votre disposition. Voilà. Et on se retrouve. Et donc, on vous rappelle que effectivement, ces webinaires font partie d'un cycle annuel et vraiment d'un travail de co-construction de la plateforme. Et donc, vraiment, on a besoin de vous, vous, acteurs du territoire, vous, diversité des acteurs, pour pouvoir nous dire quels sont vos besoins, comment améliorer en permanence. On a déjà adapté par rapport au retour du premier webinaire et les utilisateurs de la plateforme. C'est vraiment quelque chose que l'on veut co-construire tout au long de l'année. Donc, nous vous remercions et nous sommes très heureux d'avoir été avec vous. Désolé, nous avons dépassé de 11 minutes le temps imparti, qui est normalement d'1 heure. Nous respecterons l'heure impartie la fois prochaine. Et on se retrouve le 21 mars